Bonjour à tous. Alors on a un quart d'heure, 20 minutes à peu près pour discuter avec Mathieu qui va nous faire part de son expérience managériale. On ne va pas employer tout de suite les grands mots, on va y venir progressivement. On va commencer peut-être par parler d'Arcadie, l'entreprise que tu diriges, que tu as repris avec ton épouse et ta sœur, une entreprise familiale. Et mon frère. Et ton frère. Une entreprise d'une centaine de collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le nom Arcadie n'est pas forcément très connu, par contre les marques, après qu'on ait fait connaissance, je me suis aperçu qu'on en avait plein nos placards. Donc peut-être que tu peux nous citer les quelques marques et produits phares. Oui, en fait on a deux marques. On a une marque d'épices qui s'appelle Cook, donc toutes les épices que vous trouvez en magasin bio, Biocop, etc. Voilà, c'est Arcadie. Et puis une marque de tisane, l'Herbier de France, donc c'est des tisanes en vrac, des sachets craft avec une aquarelle dessus. Donc, et on est disponible qu'en magasin spécialisé, on n'est pas du tout en supermarché, mais si vous êtes client chez Biocop, Bio C'est Bon, Naturéo, et ben on y est. Et alors, je sais que c'était une entreprise familiale, donc elle a un historique. On va commencer le fil justement de l'histoire par le début, tes parents qui ont créé l'entreprise. Quelle a été la jeunesse du projet? Comment ça a démarré? Dans quel état d'esprit l'entreprise a commencé? Mes parents, ils ont fait partie de cette génération dans les années 70 de retour à la terre et de quête de sens, en fait. Et ils ont participé, moi je sais que j'ai participé, je ne m'en rappelle pas bien sûr, je devais avoir 1 an je crois, à une des manifestations contre Fessenheim. Et mes parents, ils étaient beaucoup investis comme ça dans les années 70, dans ces combats-là, et en même temps ils ont constaté que ça ne fonctionnait pas. Fessenheim a bien été construite finalement, et plein d'autres projets de ce type. Et du coup, ils se sont dit, ils ont eu envie de passer dans le concret et d'agir à leur côté, à leur échelle. Et ça, ils ont été attirés par l'agriculture, les plantes médicinales, et rapidement par l'entrepreneuriat en fait, mais avec vraiment cette envie de faire de l'entrepreneuriat différent. Et donc d'essayer d'explorer, au début des années 80, c'était vraiment pas évident. L'image de l'entrepreneuriat majoritaire était quand même très axée vers la croissance et de chercher autre chose. Donc pour ça c'était l'agriculture biologique, c'était pas négociable dès le début, à une époque où il n'existait pas encore de labels, et ils ont participé à la création des labels à l'époque. Et puis petit à petit de développer ça, mais voilà, ça a tout de suite été vécu comme une aventure et comme une recherche, plus que comme une fin en soi. Et voilà, il aura fallu environ 20 ans pour ne serait-ce qu'imaginer qu'une entreprise devait faire des bénéfices. C'était pas dans leur logiciel au début. Ouais, donc déjà un terreau propice à la citation d'Einstein que Luc donnait tout à l'heure. Tes parents étaient déjà à chercher à faire différemment. Donc c'est quand même un trait caractéristique de l'entreprise par rapport à ce qu'on va évoquer, de sa capacité à explorer d'autres choses. C'est même très autonome ce système. Et donc, du coup, tes parents lancent cette entreprise. J'imagine au début une toute petite équipe, voire même peut-être que tous les deux. Quel a été, à travers les années, le trend du nombre de collaborateurs? Comment est-ce que ça a été régulier? Est-ce qu'il y a eu une date butoir de bascule, d'accélération? Ça a été assez régulier en fait. On est sur un marché de la bio qui a commencé tout petit, mais qui a cru en moyenne de 15% par an depuis le début des années 90, de manière assez régulière. Donc ça fait un doublement tous les 5 ans, et Arcadie a suivi à peu près cette courbe-là. Et au niveau effectif, ça a suivi à peu près pareil. Et donc vers, je ne sais plus exactement, 2014-2015, on a atteint les 50 salariés, et à ce moment-là, on a commencé à se rendre compte des limites du système. C'est le moment où donc, moi, avec mon frère et ma femme, on commençait à participer à la direction en même temps, et on commençait à imaginer la transition, et qui s'est faite sur une longue période, mais qui a été bien préparée en amont. Et de réaliser que la façon dont on avait de gérer de manière très horizontale, très en contact individuel avec chaque salarié, au-delà de 50, ça commence à être compliqué en fait, de voir tout le monde tous les jours. Et on commençait à ressentir le besoin d'avoir du management intermédiaire. Et dans une entreprise industrielle comme la nôtre, où finalement notre métier
les épices, c'est très exotique, mais finalement, notre métier, c'est mettre des épices dans des flacons, quoi, hein, on est surtout des conditionneurs, même si on fait aussi les mélanges et les poudres et les choses comme ça, mais c'est surtout un métier de conditionneur, donc on a des chaînes de conditionnement avec des machines. C'est un métier très industriel, on a 50% d'ouvriers dans la boîte. Et le management intermédiaire dans une industrie, ben, ça commence à ressembler très vite à des contremaîtres, à des règles, des objectifs, des suivis de cadence, des choses comme ça. Et ça, bien sûr, ça nous faisait horreur. Et en même temps, il faut regarder les choses en face. À un moment donné, il faut sortir le produit. Il faut que ce soit un prix raisonnable pour le consommateur. Il faut... Donc, il y avait ça, un petit peu cette espèce de... On se sentait enfermé dans un entonnoir, là, entre nos valeurs et la réalité de ce que c'est que gérer une boîte, et on cherchait un échappatoire pour ça. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a découvert que Arcadie n'était pas la seule entreprise au monde à se poser ces questions-là. Parce que nous, on était voilà, dans notre petit monde, voilà, on n'avait pas du tout confiance. Pour nous, l'entreprise, c'était le grand capital, c'était les méchants. Enfin, on faisait partie de cette génération-là pour qui l'entreprise, c'était le mal. Et on avait fait notre petit chemin d'entreprise unique, et à ce moment-là, on a découvert le mouvement de l'entreprise libérée. Et ça a été un truc de « Waouh, mais en fait, on n'est pas les seuls, il y en a qui font ça bien mieux que nous, depuis bien plus longtemps que nous. » Et on a commencé à voir qu'il y a des gens qui avaient réfléchi et qui trouvaient une voie de passage, en fait, entre ces deux contraintes, enfin, entre ces deux envies, à la fois une envie d'entreprise, d'agir, d'augmenter son impact, et son impact positif, bien sûr, tout en conservant les valeurs. Et c'est comme ça qu'on est tombé, un peu par hasard, sur Holacracy. Donc là, justement, on commence à utiliser des termes un peu spécifiques. Entre entreprise libérée et Holacracy, comment tu distinguerais les deux concepts? Quelle est la différence fondamentale? Parce que je pense qu'entreprise libérée, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et pourquoi ne pas être resté sur entreprise libérée, et pourquoi être passé sur Holacracy? Entreprise libérée, c'est un concept un peu fourre-tout qui ne dit rien de comment ça se passe, et n'importe qui, je pense, peut se revendiquer entreprise libérée. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas une définition vraiment pratique, alors que Holacracy, c'est une méthode extrêmement structurée, détaillée, codifiée, etc. Donc on pourrait dire que Holacracy, c'est une des façons de libérer une entreprise. Une façon parmi d'autres, et certainement celle qui est la plus aboutie ou la plus détaillée, d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour l'équipe de management? Qu'est-ce que vous avez changé à partir du moment où il y a eu ce déclic et que vous avez décidé de mettre en œuvre cette méthode? Dans le quotidien, qu'est-ce qui change? Fondamentalement, qu'est-ce qui change? Pour Arcadie, c'est assez particulier parce qu'en général, Holacracy a été pensé pour s'appliquer à des entreprises très structurées, très pyramidales. Et Holacracy se pose un petit peu justement pour sortir de cette pyramide. Nous, Arcadie, on était au contraire une entreprise très horizontale et on avait besoin de structure. On avait besoin de remettre une chaîne de commandes, de structurer le travail, etc. Et donc, on a pris un peu la question dans l'autre sens. Et du coup, l'enjeu pour nous, ça a été de réussir à retrouver en fait une forme de verticalité dans l'entreprise sans abandonner nos valeurs et sans heurter les collaborateurs qui avaient reconnu dans Arcadie cette horizontalité, cette liberté qu'ils avaient d'agir, etc. Et du coup, pour tous les salariés, l'enjeu, le défi Holacracy, ça a été de découvrir cette nouvelle façon de réfléchir cette opposition entre verticalité et horizontalité. On a tendance à, trop souvent, je pense, notre logiciel mental, notre culture, nous amène à les opposer. À dire c'est soit la pyramide, soit c'est tout le monde qui décide, mais entre deux, le et en même temps, il n'est pas évident, on n'est pas habitué à réfléchir en ces termes-là. Et Holacracy propose une solution à ce défi-là, mais comme toujours, avant de trouver le bon équilibre, on a tendance à tomber d'un côté ou de l'autre. Donc
voilà, au début, on met en place holacratie, on dit il n'y a plus de chef, donc ça renforce l'horizontalité, avant de dire non, mais si, il y a des premiers liens qui décident, des choses comme ça, et du coup, ça renforce la verticalité, et par des allers-retours comme ça, on avance petit à petit vers trouver ce qui est pour moi le Graal, c'est-à-dire d'avoir une entreprise où l'ensemble des collaborateurs est entièrement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun ordre, et c'est vraiment mais même des ordres indirects, c'est-à-dire il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de planning, il n'y a plus rien qui vient contraindre, et pourtant, l'ensemble des collaborateurs avancent tous dans la même direction. C'est ça le Graal finalement, parce que pourquoi est-ce qu'on a mis en place tous ces processus très command and control? À la base, même si la financiarisation est venue fausser un petit peu tout ça, mais à la base, c'est bien pour réaliser le projet de l'entreprise. Parce que sinon, si on prend une personne au hasard, il y en a un qui va partir à gauche, l'autre qui va partir à droite, ça ne va pas fonctionner. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs et une direction commune. Ça ne veut pas dire, bien sûr, tout le monde au garde à vous et au cordeau, mais voilà, mettre l'énergie dans la même direction. Et ça, voilà, pour obtenir ça, pendant longtemps, ça a été le command and control. Et là, il y a ce mystère qui est de dire, ben non, en fait, en donnant plus de liberté aux personnes, on va provoquer plus d'alignement. C'est ça que je recherche à travers holacratie et à travers les autres outils qu'on a mis en place progressivement et qu'on commence à toucher de plus en plus dans Arcadie, parce qu'en fait, on se rend compte que l'être humain, les femmes et les hommes, ont tellement besoin de sens que quand on arrive à clarifier le sens, donc la raison d'être, holacratie amène entre autres à définir la raison d'être de l'entreprise et des différents sous-cercles, mais à tout niveau, clarifier le sens, on peut petit à petit provoquer l'alignement sans plus avoir donné d'ordre ou de stratégie. Ouais, quand tu dis qu'il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de stratégie préétablie, descendante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision partagée qui a été construite et une forme de stratégie qui émane malgré tout du collectif. Oui, c'est ça. C'est là aussi une difficulté, parce qu'effectivement, une entreprise, elle a besoin de se projeter vers le futur, elle a besoin d'imaginer des scénarios, elle a besoin de tester des hypothèses, c'est indispensable. Donc, on peut appeler ça stratégie. Le problème, c'est que dans l'entreprise classique, la stratégie, elle a un côté enfermant. On a décidé ça, donc on le fait. C'est vraiment la parabole du vélo, où on dit, bon, ben, on a décidé qu'on ne faisait pas comme ça, et puis on y va, alors qu'en fait, quand on fait du vélo, on est sans cesse en train d'adapter par des micro-mouvements à la réalité, au petit gravier, ou à l'obstacle sur le chemin, etc. On ne peut pas déterminer une stratégie précise. On peut juste donner une intention et se donner une énorme capacité d'adaptation en temps réel. C'est fondamental pour pouvoir véritablement avancer vers le futur sans se planter, de développer cette capacité d'adaptation en temps réel. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de réussir à poser effectivement une image qui serait un objectif, une intention, sans qu'elle enferme les collaborateurs, sans qu'ils se disent, bon, bah, tout est décidé, donc j'ai plus qu'à réaliser. Non, en disant, cet objectif, en fait, il peut changer à tout moment en fonction de ce que vous percevez. Et plus récemment, dans l'histoire de l'entreprise, vous avez été accompagné pour redéfinir la raison d'être, la vision d'entreprise. Comme beaucoup de sociétés le font actuellement, on a l'exemple de la Convention des entreprises pour le climat. Et je crois que tu as embarqué également dans cette aventure. Oui, justement, ce soir, on a notre réunion annuelle, donc je retrouve tous les collègues de la CEC. Et comment ça s'est passé en termes de méthodes, d'outils pour l'animation, l'accompagnement de cette dynamique? Ça a pris combien de temps et ça s'est déroulé avec quelles étapes pour être en capacité chez vous à écrire cette vision partagée? Alors ça, c'est un processus qui vient de se terminer. Là, il y a eu la présentation de la dernière étape la semaine dernière. Et c'est un processus qui a duré 1 an et demi, parce qu'on a commencé en début 2022. Et c'est là où on a réussi à trouver, je trouve, un très bon exemple d'équilibre entre la verticalité et l'horizontalité, c'est-à-dire que dans le modèle holacratique et les autres qu'on utilise, la raison d'être, la vision, les valeurs de l'entreprise, c'est
j'allais dire le domaine réservé, mais c'est pas le bon terme. Ça ne peut passer que par le dirigeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dirigeant, le fondateur de l'entreprise ou celui qui a repris le flambeau, c'est lui qui perçoit le périmètre de l'entreprise, qui sait dire ça, c'est Arcadie, ça, c'est peut-être une très bonne idée, mais c'est pas Arcadie. Hein. En tant qu'entreprise, on a une membrane, il y a des choses qui sont à l'intérieur, des choses qui sont à l'extérieur, et ça, il n'y a que le chef d'entreprise qui peut percevoir ça. Mais ça n'empêche pas la collaboration et l'horizontalité. Et donc, on a mis en œuvre un processus de parfaite horizontalité, où en fait, l'écriture des valeurs de la raison d'être et de la vision à 10 ans a été portée par, était ouvert à tous les salariés, il y a la moitié qui ont participé activement à ces processus-là. Et on a commencé par exemple par la raison d'être, et moi j'ai fait le choix en tant que dirigeant, tout en annonçant la couleur en disant c'est moi qui ai l'autorité, à la fin j'ai le final cut sur le résultat. Donc allez-y et partez dans toutes les directions, n'ayez pas peur entre guillemets, il n'y a pas de risque de se planter, de toute façon à la fin j'ai le final cut et je pourrai juger de ce qui est produit, est-ce que ça s'aligne vraiment avec ce qu'est l'entreprise ou pas. Et ils sont partis dans toutes les directions, ils ont fait plusieurs ateliers de travail, moi je suivais que de loin, et pour la raison d'être, ils sont arrivés petit à petit à une formulation de raison d'être, et quand je l'ai découverte, moi je suis tombé par terre, quoi. Parce que c'était infiniment mieux que tout ce que j'aurais jamais pu écrire moi-même. Ça faisait des années que j'essayais d'écrire la raison d'être avec ma femme et mon frère, et on se torturait la tête, et on inventait des trucs, et soit c'était trop long parce que vous voulez tout mettre, soit c'était trop court et il n'y avait pas tout. Enfin, c'est le truc impossible d'écrire sa propre raison d'être. Je ne sais pas si vous êtes déjà essayé à cet exercice, mais c'est super dur. Et là, en donnant complètement la confiance aux salariés, ils ont sorti une phrase complètement géniale, que je me suis depuis complètement appropriée, et qui a fonctionné. Mais maintenant, c'est vraiment la raison d'être, je la porte, je l'assume intégralement, quoi. C'est pas, elle est écrite par les salariés, ça me fait plaisir de leur faire plaisir, et puis on va se contenter de ça. C'est complètement, infiniment ce qui est bon. Et pour la vision, l'écriture de la vision, donc là c'est un processus où on essaye de se projeter à 10 ans, c'est-à-dire un moment où tout est possible à 10 ans. Ça donne la liberté, on n'est pas effectivement dans la stratégie de qu'est-ce qu'on va faire, 10 ans, on ne sait pas comment on va y aller. Et là, pareil, ils sont passés par une phase d'exploration, ils sont allés visiter plein d'entreprises, ils sont revenus, à la fin il y avait un comité de rédaction, ils ont commencé à écrire des versions successives de la vision. Et moi c'est pareil, j'avais fait le choix de ne pas intervenir. Et les versions successives de la vision, je sentais que ça allait pas, j'en faisais des retours, ils modifiaient, ça allait pas. Et à la fin je leur ai dit, bon, ben là c'est le moment où je reprends le stylo. Mais je reprends le stylo, moi j'ai vraiment senti que je reprenais le stylo parce que ça m'allait pas, mais aussi parce qu'à un moment donné, tout ce travail, toutes ces idées qu'ils avaient données, ça avait lancé quelque chose en moi, ça se mettait à bouillonner, les idées se mettaient à arriver, la vision que j'avais de l'entreprise, elle était de plus en plus claire, et tout d'un coup j'ai pris mon stylo, et en 2 heures j'ai écrit la vision. Là où, 1 an avant, si j'avais voulu le faire, il aurait fallu que je me bloque des journées entières à me casser la tête, aller revenir, et là j'ai écrit cette vision qui a immédiatement recueilli, enfin on a fait après une présentation à tous les salariés, et ils se sont reconnus dedans complètement, et ils ont reconnu que tous les éléments qu'ils avaient amenés dedans eux-mêmes. Donc on a réussi ce mix. Est-ce que tu peux nous la donner justement pour conclure, avant qu'on passe aux questions-réponses? Quelle est la phrase, l'accroche qui est sortie? Alors la raison d'être, je peux vous la donner, la vision elle fait 3 pages, donc ça va être plus compliqué. Mais la raison d'être, oui, c'est goûter à l'aventure d'un monde juste. Goûter à l'aventure d'un monde juste. C'est vraiment quelque chose de fondamental à Arcadie, où depuis le début, on goûte à l'aventure, on ose goûter, hein, comme on dit à un enfant, tu sais pas, il faut goûter d'abord. Et donc voilà, on goûte d'abord, c'est l'aventure. C'est assez fun, et en même temps c'est risqué, il y a ce petit frisson de l'aventure, on va dans des choses, se lancer dans la bio dans les années 80, se lancer dans la lacratie il y a 6 ans, voilà, tout un tas de choses, ouvrir des crèches, là, se lancer dans la construction d'un voilier, des choses comme ça. C'est l'aventure, clairement, mais avec toujours cette boussole d'un monde juste. Comment est-ce qu'on fait pour nous en interne, pour nos fournisseurs, pour nos clients, pour l'ensemble des parties prenantes, qu'est-ce que c'est un monde juste? Voilà. Et ça, mais là j'arrive à l'expliquer, parce que ça fait tellement sens pour moi, mais une telle concision et autant de sens, c'est extraordinaire. Merci Mathieu. Et je vous invite
vous invite à aller voir sur le net l'histoire, on va même à discuter avec Mathieu aujourd'hui, l'histoire d'Arcadie et l'aventure du voilier. Un petit teasing parce que c'est quand même assez incroyable ce qui est en train de naître autour d'Arcadie, donc ça vaut le coup de creuser. Merci Mathieu. Merci Michael.